Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunira les représentants dans la Loire des partis politiques pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Résilience, un rendez-vous animé par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce second rendez-vous politique, c'est Résilience. Retour sur un fait marquant de l'actualité de la semaine. Et pour en parler en visioconférence, j'accueille cette semaine Lionel Boucher, bonjour. Vous êtes président de l'UDI de la Loire. Pierrick Courbon, bonjour, représentant du Parti Socialiste. Bonjour. Robert Carulac, responsable du parti Les Républicains. Et aujourd'hui, nous a rejoint Olivier Longeon, bonjour, d'Europe Écologie Les Verts. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes tous élus locaux et la question d'aujourd'hui est la suivante. Citoyens tabassés, policiers malmenés, rétropédalage de l'exécutif concernant l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale. Existe-t-il un malaise avec la police en France? Olivier Longeon, vous êtes le dernier arrivé, je vous écoute. Alors, je vais dire que pour moi, sur la sécurité, depuis Nicolas Sarkozy, on a voulu avoir des lois de plus en plus difficiles. Et en fait, chaque gouvernement qui passe veut durcir la loi précédente. Et en fait, on est à un point où on a besoin de tout poser, de discuter, de créer un grand débat en France sur la sécurité et arrêter cette course, ce jusqu'au boutisme dans lequel on est. La première erreur pour moi a été quand Nicolas Sarkozy a supprimé la police de proximité en la remplaçant vaguement par une police municipale, mais toutes les villes n'ont pas une police municipale, toutes n'ont pas décidé des mêmes fonctions. Et aujourd'hui, on a un vrai hiatus en France, il y a un vrai problème. Il y a ce qui se passe, ce qu'on voit à la télévision n'est pas comment dire, un exemple à la télévision. On sait qu'il y a des problèmes avec les forces de l'ordre dans certains lieux, dans certaines manifestations, et on sait qu'il y a aussi des forces de l'ordre qui se permettent des choses qui ne sont pas normales. Voilà. Alors, quant à l'article 24, je dirais très rapidement pour conclure, c'est un article qui est complètement mal foutu, qui veut rien dire. Moi, je vous ferai la réflexion d'une Madame Michu dans la rue qui m'a dit, qui s'appelle pas Madame Michu, mais qui est ma coiffeuse, et qui m'a dit: je comprends pas qu'on ne puisse pas mettre une photo d'un policier dans l'intention de nuire à ce policier, ça serait interdit. Mais par contre, mettre n'importe quelle photo de n'importe qui sur Facebook pour nuire à ce n'importe qui, mais qui ne soit pas policier, on aurait le droit. Globalement, il y a un problème de dysfonctionnement que les Français ne comprennent plus. Lionel Boucher, votre avis sur la question? Et concernant l'article 24, peut-être deux choses. Un sur le fond et un sur la forme. Sur la forme, d'abord, on est chez les fous. On est chez les fous parce qu'on le sait, souvent l'Assemblée nationale légifère dans l'urgence et sur l'émotion, mais quand elle se trompe, il y a des institutions qu'il faut préserver. Et quand il doit y avoir réécriture d'un texte, on la confie au Sénat. Ça s'appelle les navettes parlementaires. Donc là, je ne comprends pas ce que nous fait l'exécutif en essayant d'imaginer une commission ad hoc, des experts dont on sait d'où ils viendraient un soir sur un coin de table. Donc je crois qu'il faut être sérieux. Quand un texte a été voté à l'Assemblée nationale, il va au Sénat, et s'il doit être pondéré ou modifié, c'est le Sénat qui doit le faire. L'article 24, beaucoup en parlent. Moi, j'ai lu cette proposition de loi. Et je dois vous dire que quand on est du DI, on a cette chance qu'on peut être beaucoup plus ferme sur les questions régaliennes, et contrairement à ceux qui se payent de mots, et on peut être beaucoup plus humain sur les questions sociales que certains qui se cantonnent au bon sentiment. Moi, je dois vous le dire, si j'avais été parlementaire, j'aurais voté cette proposition de loi et j'aurais voté cet article 24, simplement parce qu'il protège nos forces de l'ordre. On ne peut pas aller les applaudir quand ils vont au Bataclan, quand ils rentrent sous le joug des balles, quand ils élèvent un mur entre nous et l'État islamique, et puis le lendemain se permettre de les filmer, de ne pas flouter leur visage, de donner leur identité sur les réseaux sociaux, les mettant en danger. Derrière l'uniforme, il y a des hommes, il y a des maris, il y a des pères de famille, on doit les protéger, et cet article de loi, il était fait pour ça, et donc je crois qu'on doit s'y tenir. En revanche, si vous voulez un article de loi qui est liberticide, intéressez-vous à l'article 22, qui permet notamment, avec des drones, de filmer pendant des manifestations. Ça, c'est pas ce qui me choque le plus. En revanche, vous pouvez, grâce à cet article, entrer
hors d'un contrôle d'un juge d'instruction dans la vie privée des gens. Et ça me choque beaucoup plus. Vous savez, y a une phrase dans Un taxi pour Toubrouk. C'est un dialogue de Michel Audoyard qui dit deux intellectuels assis vont plus loin qu'une brute qui marche. Moi, je crois qu'il est temps que l'exécutif et que le président de la République s'assoient et prennent le temps de réfléchir parce que les dernières décisions ne sont pas assez pensées. Robert Kerulac, votre avis sur la question? Bonsoir, tout d'abord. Je ne pense pas qu'il y ait un malaise dans la relation entre la population française, globalement, et la police. D'ailleurs, quand on observe les sondages qui sont faits sur le niveau de confiance accordé à notre police, on se rend compte qu'il y a en gros entre 2 tiers et 70% des Français qui affirment et réaffirment au fil des enquêtes la confiance qu'ils apportent à nos policiers. Il y en a même entre 17 et 25%, selon les mois, si je puis dire, qui trouvent la police sympathique. Et puis j'ajouterais que quand on rencontre des Stéphanois, nulle part on ne nous dit qu'il y a trop de policiers à Saint-Étienne. Nulle part on ne nous dit qu'il y a trop de sécurité à Saint-Étienne. J'ajouterais qu'au niveau des décisions politiques que nous avons prises, avec donc évidemment et sous la conduite de Gaël Perdriau, à partir de ses propositions, d'augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance, de doubler le nombre de policiers municipaux et de faire en sorte qu'au niveau des conseils de quartier, on puisse évoquer ces questions de sécurité. Tout cela a permis justement peut-être de développer une relation nouvelle des Stéphanois sur ces questions-là et d'avoir une approche de proximité, justement pour voir concrètement comment on peut améliorer les choses dans les quartiers, en s'appuyant aussi évidemment sur tous les acteurs sociaux qui font de la prévention au quotidien et en essayant d'être à l'écoute de tous, même si bien évidemment nous n'avons pas de baguette magique qui permette de résoudre les problèmes. Donc la relation de confiance, je pense qu'elle est réelle et qu'effectivement il peut y avoir des moments d'émotion face à des actes qui sont intolérables, inacceptables, mais s'ils sont intolérables et inacceptables, c'est parce qu'ils nous font mal, dans la mesure où ils sont commis par des personnes qui incarnent sur le terrain les valeurs républicaines, qui protègent notre sécurité et qui défendent l'ordre public et le bien commun. Donc, il y a effectivement des sanctions à prendre contre ceux qui ont des comportements déviants et ces sanctions en général sont prises. Je pense que dans la fonction publique, le corps le plus surveillé et le plus sanctionné, c'est la police. Et je pense que ce travail donc se fait pour que le droit soit respecté par tous, y compris et surtout d'ailleurs par ceux qui sont chargés de veiller à ce qu'il soit bien appliqué. Donc il faut être mesuré, je dirais, quand on pense qu'il y a une crise entre les Français et la police. Je crois que il y a une majorité de Français qui est peut-être une majorité trop silencieuse, mais qui fait confiance à sa police et qui compte sur elle pour assurer l'ordre public. On termine avec vous, Pierrick Courbon, sur cette question. Votre avis? Alors moi, je fais partie des citoyens mobilisés contre cette loi dite de sécurité globale, parce que je considère qu'on est dans une situation qui est grave. Alors, ce n'est pas une mobilisation contre les forces de l'ordre. Moi, je soutiens nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, mais j'aspire à une police exemplaire dans une république exemplaire. L'objectif de cette loi, renforcer la sécurité de nos concitoyens tout en assurant une meilleure protection pour nos policiers, nos forces de sécurité, j'y souscris pleinement, naturellement. Pour autant, ça mérite mieux que les gesticulations actuelles de notre ministre de l'Intérieur, qui pour moi est complètement discrédité, qui doit quitter son poste, puisque son attitude aujourd'hui ne fait que renforcer et de creuser le fossé qui existe effectivement entre la police et certains de nos concitoyens. On parle de cet article 24 qui cristallise la contestation avec la question effectivement de pouvoir avoir des images, filmer les interventions des forces de l'ordre. Alors, les violences contre les forces de l'ordre, ça existe et c'est intolérable. Mais les violences policières, ça existe aussi et c'est abominable. Et je pense que l'actualité de cette semaine nous l'a rappelé dramatiquement avec les images absolument insoutenables de ce producteur de musique tabassé dans son studio. Et donc,
il faut ne pas finalement fermer les yeux par rapport à cela et garantir la liberté effectivement de la presse, du travail de la presse, la liberté d'informer, la liberté de manifester. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont offusquées du caractère liberticide de cette loi et pas uniquement une opposition politique au Parlement, les rapporteurs spéciaux de l'ONU, la défenseur des droits qui tire la sonnette d'alarme par rapport non seulement à cet article 24, mais un certain nombre d'autres dispositions. Vous savez, aujourd'hui, il existe des dispositions juridiques qui punissent sévèrement déjà le cyberharcèlement, la capacité que peuvent avoir les uns et les autres de dénoncer, de faire ce qu'on appelle du shaming sur les réseaux sociaux. L'arsenal juridique existe déjà, il faut qu'il soit appliqué strictement. Mais là, je rejoins en partie Lionel Boucher quand il dit aujourd'hui qu'on légifère sur le coup de l'émotion, les lois s'empilent et au final, on ne sait plus du tout où on en est et on n'est pas du tout efficace sur le terrain. Donc aujourd'hui, il faut en particulier que cet article 24 soit complètement réécrit et après, effectivement, une période lunaire où on a confié à une commission le soin de réécrire, puis le Parlement s'est offusqué à juste titre. On va avoir un travail, mais en l'état, cette loi, en tout cas, moi, j'appelle nos parlementaires, nos sénateurs, puisqu'elle va arriver en janvier maintenant au Sénat, à ne pas l'approuver naturellement en l'état. Et c'est d'ailleurs le sens d'un vœu que nous débattrons au Conseil métropolitain le jeudi 3 décembre, puisque nous avons déposé un vœu en ce sens. Messieurs, merci beaucoup. Deuxième partie de ce rendez-vous, le sujet d'actualité locale qui a retenu votre attention cette semaine. Lionel Boucher, c'est lequel ? Bien, écoutez, moi j'ai retenu l'annonce de l'installation de Primark à Centre 2 et accompagné de l'annonce du groupe Clépierre de rénover complètement le centre. Je crois que ça démontre qu'après l'installation de style, après les travaux enclenchés dans les halles Mazra, nos halles gourmandes, après le travail que nous sommes en train de conduire sur le centre commercial Bergson pour en faire un vrai centre 3, eh bien, notre majorité, sous l'impulsion du maire de Saint-Étienne, de Gaël Perdriau, est en train de gagner la bataille de la revitalisation de Saint-Étienne. Et c'est une très bonne nouvelle. Robert Kerulac, vous, le sujet qui a retenu votre attention cette semaine, c'est lequel ? La même équipe municipale avec Lionel Boucher, donc j'avais retenu aussi le fait qu'une grande enseigne internationale a pris la décision de s'installer à Saint-Étienne, ce qui est un signe effectif du renouveau de l'attractivité de notre ville. Et je dois dire aussi que j'étais en centre-ville samedi après-midi et j'ai pu apprécier le fait qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues, mais aussi devant et à l'intérieur des commerces, puisque devant, il fallait bien souvent faire la queue avant d'entrer à l'intérieur du commerce, et que les Stéphanois donc défendent leur centre-ville, et ils le défendent de manière très concrète en allant se servir dans les commerces. Les animations, Lionel pourrait en parler mieux que moi, sont réduites cette année, mais il y a des efforts qui sont faits en matière d'illumination, et je pense que nous avons un centre-ville renforcé aujourd'hui par l'action des commerçants, bien évidemment, et par aussi l'annonce de futures réalisations qu'a évoqué Lionel, ou d'installation de nouvelles enseignes qui viendront encore le dynamiser. Olivier Longeon, même question, le fait d'actualité locale qui a retenu votre attention cette semaine. Quelque part, c'est ce déconfinement. Alors, je ne reviendrai pas trop sur les annonces qui ont été faites, que ce soit aux Galeries d'Orient ou à Centre 2. Centre 2, on l'attendait depuis très longtemps. Primark, on savait que c'était dans les tuyaux. Des gens comme la compagnie de la Tour Eiffel qui gère le site d'Orient ou Clépierre qui gère Centre 2 ne peuvent pas se permettre d'avoir ces lieux vides. Et donc, ils font leur travail normal de recherche d'enseignes. On verra à l'usure ce que ça donne. Non, moi, ce que je retiendrai, c'est le déconfinement, c'est-à-dire qu'on a été très vite dans le déconfinement. Je ne sais pas si vous en êtes... c'est un peu ce que disait M. Kerulac, c'est-à-dire qu'on est passé instantanément de personnes dans les rues, pas grand monde dans les rues, à énormément de monde. On a l'impression de système de confinement et de déconfinement pas très bien géré, quand on sait que, en gros, chaque fois, on a repéré qu'au bout de la recontamination, quand elle a lieu, c'est au bout de 15 jours qu'on s'en rend compte. J'espère que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, alors certes, ça va beaucoup aider nos commerces, et il le fallait, mais j'espère qu'on ne va pas se retrouver à Noël avec une nouvelle vague.
Je sais qu'il y a des vaccinations qui sont en train de se préparer. Ceci dit, on ne se vaccinera pas tous instantanément en 2 jours parce qu'il faut fabriquer les vaccins, faire les procédures, ça va être long. Et moi, je suis inquiet sur le fait du retour d'une 3e vague, comme c'est arrivé, par exemple, si vous prenez les pics de la grippe espagnole qui ont été étudiés à leur époque, c'est ce qu'il y avait eu. Il y avait eu une 3e vague et moi, je me méfie de ce déconfinement qu'on fait un peu n'importe comment. Voilà. Merci, on termine avec vous, Pierrick Courbon. Alors vous, le fait local, l'actualité locale qui a retenu votre attention cette semaine, c'est lequel? Oui, j'ai retenu pour ma part l'annonce de la démission de la présidente de l'université Jean Monnet il y a quelques jours, qui vient finalement mettre un terme à un épisode très tumultueux de l'histoire de l'université Jean Monnet, qui est finalement la dernière étape du vote historique du conseil d'administration en octobre, qui a refusé la fusion-absorption de l'université Jean Monnet avec d'autres établissements lyonnais. Vous savez que j'étais parmi les premiers à être mobilisés sur ce sujet-là, à avoir fait sortir ce débat de la sphère universitaire et à en avoir fait un véritable sujet. On en a parlé lors de la campagne électorale et au final, on a eu une relative unanimité politique autour de la nécessité de tout faire pour préserver la personnalité morale et juridique de l'université Jean Monnet. Vous savez, la construction de l'université à Saint-Étienne, c'est une histoire de 50 ans. Tous les maires successifs, quelle que soit leur couleur politique, se sont battus pour faire de Saint-Étienne une ville universitaire à part entière. Et l'adoption, pour moi en tout cas, des statuts tels qu'ils étaient proposés aurait été un terrible retour en arrière. Et donc maintenant, c'est la fin d'un épisode, mais c'est sans doute le début d'une histoire nouvelle, d'une histoire qui a construire pour l'université Jean Monnet. Je fais confiance à la future gouvernance de l'UJM pour faire en sorte que notre université puisse rayonner et former les étudiants aujourd'hui et demain. C'est vital pour notre territoire d'avoir une forte université, une belle université ici à Saint-Étienne dont on est fier. Voilà, merci beaucoup donc pour cette réflexion. On se donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de Résilience. Merci beaucoup, prenez soin de vous messieurs et à très bientôt. À très bientôt, merci à vous.